Le fléau de la transition énergétique dans la relève et la peste.fr du 27 janvier 2025. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en juillet 2023, les véhicules sont la principale cause de la hausse de 30% de la demande de lithium et de 8 à 15% pour le nickel, le cobalt, le graphite et les terres rares, mais aussi pour l'acier, l'aluminium et le cuivre, ce dernier est en forte tension. Il faudra multiplier la production de 2010 de 6 à 11 fois pour répondre aux besoins de 2050. Plus généralement, d'importantes quantités de matières premières critiques sont nécessaires à la transition écologique pour répondre aux besoins d'un monde qui ne veut pas limiter sa consommation. Ces matières premières comprennent 17 terres rares, le lithium, le nickel, le cuivre, dont on n'a pas découvert le moindre filon depuis 3 ans, et le cobalt. Leur production est très concentrée, la RDC pour le cobalt, le Chili pour le cuivre, l'Indonésie pour le nickel et l'Australie pour le lithium par exemple. Le traitement des minéraux est monopolisé par la Chine. L'Union européenne est totalement dépendante de l'extérieur pour ses approvisionnements. Or, selon l'OCDE, plus de 70% des mesures de restriction aux exportations portent sur des matières premières critiques. En outre, selon l'ingénieur Philippe Biwix, d'un côté on constate la dépendance des pays qui ont besoin de ces matières et de l'autre côté, celle dans laquelle on met les pays qui se spécialisent dans la production de ces minéraux. Cela se retrouve à être dépendant des premiers du point de vue alimentaire et de tous leurs biens de consommation. Le Chili, par exemple, pour privilégier sa production de cuivre, détruit une partie de ses sols et de ses cours d'eau et dépend désormais des États-Unis pour s'habiller, se nourrir, etc. Enfin, selon une étude publiée dans PubMed le 21 septembre 2023, 23 millions de personnes vivent aujourd'hui sur des zones contaminées par les mines présentes et passées. En fait, la transition énergétique met en œuvre toujours les mêmes processus, éventrer la terre et paupériser, empoisonner, affamer les populations. Plus que 89 secondes dans sciencepost.fr du 29 janvier 2025. Le 28 janvier 2025, le bulletin of the Atomic Scientists de l'Université de Chicago a avancé sa célèbre Doomsday Clock à 89 secondes avant minuit, soit une seconde de moins que janvier 2024, marquant ainsi le point le plus proche de la catastrophe mondiale depuis sa création en 1947. Rappelons que l'horloge utilise l'analogie du décompte vers minuit, heure supposée de la fin du monde, pour mesurer les menaces qui pèsent sur l'humanité, du fait du nucléaire, du fait de l'écologie ou du fait des technologies. Les scientifiques, comme l'année dernière, identifient 4 menaces. 1. Les menaces nucléaires persistantes. Les tensions géopolitiques actuelles exacerbent le risque nucléaire. Par exemple, le conflit en Ukraine ravive la crainte d'une escalade nucléaire entre la Russie et l'OTAN. En outre, l'expansion des arsenaux nucléaires, comme celui de la Chine, qui posséderait désormais plus de 500 ogives nucléaires, renforce grandement le danger. 2. Crise climatique. Le changement climatique représente une autre menace majeure à l'origine de la multiplication des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les inondations, les incendies de forêt, les tempêtes, affectant des millions de personnes à travers le monde. 3. L'essor de l'intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA dans les systèmes militaires ou de surveillance, entre autres, soulève des préoccupations éthiques et sécuritaires. 4. Menaces biologiques émergentes. Les maladies émergentes et réémergentes continuent de poser des risques significatifs pour la santé publique, l'économie et la sécurité mondiale. Les scientifiques rappellent que les dirigeants mondiaux doivent agir de concert pour atténuer les risques et notamment engager des actions pour réduire les arsenaux nucléaires, pour mettre en œuvre des politiques ambitieuses de lutte contre le changement climatique, pour réguler l'IA et pour renforcer les systèmes de santé publique. L'appel des scientifiques ne trouvera aucun écho dans un désert d'inconscience et d'inconséquence. Quelle est l'empreinte carbone du transport maritime dans Greenly.earth du 22 octobre 2024? Selon les Nations Unies, les transports maritimes représentent 80% des volumes transportés et 90% des échanges intercontinentaux de marchandises. Sur les 10 dernières années, le transport maritime était annuellement responsable de 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. D'après le GIEC, les volumes ont augmenté de 250% sur les 40 dernières années. En 2018, 11 milliards de tonnes ont été transportées, un record. Selon l'Organisation maritime internationale, l'OMI, les émissions pourraient être multipliées par 2 d'ici 2050. Les émissions mondiales de gaz à effet de serre seraient ainsi portées à 17% au lieu des 3% actuels. En 2023, plus de 106 000 bateaux composent la flotte mondiale, dont plus de la moitié sont des navires marchands, le plus gourmand en énergie, 11% sont des pétroliers, le reste est composé de porte-conteneurs, de vraquiers, de chimiquiers, de gaziers, à l'origine de plus des 3/4 des émissions du transport maritime international. L'empreinte carbone du transport maritime est principalement constituée des émissions issues d'un fioul lourd et difficile à brûler. Sa combustion rejette du dioxyde de carbone, CO2, du méthane, CH4 et du protoxyde d'azote, NO2, les principaux gaz responsables du réchauffement climatique. En définitive, les navires utilisant un fioul lourd émettent 3500 fois plus de particules fines que le diesel.
Boire est dangereux pour la santé dans Vert.eco du 23 janvier 2025. Une étude réalisée par les associations Génération Future et UFC Que Choisir est publiée jeudi 23 janvier 2025, portant sur une analyse de l'eau de 30 communes à mesurer la concentration des 33 PFAS, des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées. Sur l'échantillon d'eau de 30 communes, 24 contiennent de l'acide trifluoroacétique, TFA. Dans le 10e arrondissement de Paris, la concentration de la molécule s'élève à 6200 nanogrammes par litre, un niveau 62 fois supérieur au seuil de la qualité fixé pour les résidus de pesticides potentiellement à risque. En France, seules 20 substances PFAS sont contrôlées dans l'eau potable et les eaux de surface. Le TFA, lui, est très peu recherché par les agences régionales de santé. Si les analyses de Génération Future et de UFC Que Choisir indiquent des taux de PFAS en règle avec les normes françaises, certains prélèvements montrent des quantités de polluants bien supérieures aux normes américaines ou danoises. Les associations soulignent à quel point la réglementation française est peu protectrice pour les consommateurs. Faut-il boire de l'eau en bouteille ? L'eau en bouteille n'échappe pas à la contamination aux PFAS. Le TFA peut y être présent en grande quantité, indique Pauline Servant, toxicologue chez Génération Future. Respirer est dangereux pour la santé dans humanité.fr du 29 janvier 2025. Selon une étude de Santé publique France publiée le 29 janvier 2025, entre 12 et 20% des nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant, soit entre 7 000 et presque 40 000 cas, et entre 7 et 13% des nouveaux cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou métaboliques chez l'adulte, soit entre 4 000 et presque 78 000 cas, sont attribuables annuellement à une exposition à long terme à la pollution de l'air ambiant en lien avec les activités humaines. L'étude estime que réduire les concentrations au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, inférieur à 5 microgrammes par mètre cube pour les PM2,5 et à 10 microgrammes par mètre cube pour le NO2, permettrait d'éviter 75% des cas de maladies liées à l'exposition aux particules fines, le PM2,5, et près de 50% pour celles liées au dioxyde d'azote, le NO2. Selon l'étude, le coût de cette pollution en termes de santé est chiffré à 12,9 milliards d'euros en lien avec les PM2,5, soit 199 euros par an et par habitant, et 3,8 milliards d'euros pour le NO2, soit 59 euros par an et par habitant. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.